légalisant d'une certaine manière, oui, légalisant le suicide assisté. Quelle question posons-nous, Mathieu ? Très simplement, êtes-vous favorable à la légalisation du suicide assisté ? Bon, la question est simple, les réponses plus compliquées, oui ou non par SMS au 610-71. Le docteur Anne Delatour, qui est chef du service des soins palliatifs de l'hôpital d'Argenteuil dans le Val d'Oise, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Vous êtes présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Bien. Première question. Ensuite, notre second bureau de vote tout à l'heure. À partir de cette info RMC ce matin, la majorité numérique, elle pourrait s'établir à 15 ans. Concrètement, en dessous des 15 ans, les réseaux sociaux pourraient être dans l'obligation, Facebook, Twitter, Snapchat, de demander une autorisation parentale aux mineurs qui souhaitent s'inscrire. Est-ce qu'il la faut, cette autorisation parentale ? Est-ce qu'elle est souhaitable ? Est-ce que c'est réaliste, faisable ? On en débattra avec Justine Atlan de l'association e-Enfance à partir de 9h30. Bien, il est 9h06. Docteur Delatour, j'ai une question toute simple. Est-ce qu'on n'a pas tendance, maintenant avec tous ces débats sur la fin de vie, à opposer le suicide assisté aux soins palliatifs ? Oui, bien évidemment, je comprends votre question. Les soins palliatifs, ce sont, d'abord, faut les définir. Ce sont des soins actifs qui s'occupent d'un malade et des proches lorsque le malade est atteint d'une maladie grave, incurable. Donc pas forcément en phase terminale. Et donc, si vous voulez, l'objectif des soins palliatifs, c'est de rendre ce temps de vie le meilleur possible. Oui. Donc, les soins palliatifs considèrent l'accompagnement comme une nécessité. Ils s'opposent complètement à l'acharnement thérapeutique. Donc, arrêtent des traitements jugés déraisonnables et considèrent la mort comme un processus naturel. Voilà, et le soin palliatif sera toujours indispensable, quoi qu'il arrive, quelle que soit la législation. C'est là qu'on a tendance à penser que si on légalise le suicide assisté, on supprime les soins palliatifs, mais pas du tout. Non, alors ce n'est pas parce qu'il y a des soins palliatifs qui accompagneraient une loi autre que les soins palliatifs ne se poursuivraient pas, mais les soins palliatifs ne peuvent pas être dans des actes qui soient létaux. C'est contraire à notre éthique. Voilà. C'est contraire à votre éthique. Donc ça, c'est très clair. Pour en revenir, par exemple, à la Belgique, parce que tout le monde en parle de la Belgique, il faut quand même savoir quelque chose qui me semble très important. C'est qu'il n'y avait pas de loi sur les soins palliatifs avant que la loi sur l'euthanasie en 2002 ait été votée. Donc là, il y a une loi sur les soins palliatifs en même temps qu'une loi sur l'euthanasie, mais c'était une première loi sur les soins palliatifs en Belgique. Or, en France, on a une loi sur les soins palliatifs, on a une loi sur la fin de vie, la loi Claes-Leonetti de 2016, qui permet de valoriser la parole du malade par ses directives anticipées qu'il doit absolument écrire, et on peut l'y aider par la désignation d'une personne de confiance, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir désigner une personne qui le représente si lui ne peut plus parler. Et enfin, avec cela, l'équipe soignante se réunit de manière collégiale pour réfléchir à la moins mauvaise solution possible pour ce malade. Car toute décision éthique reste complexe. Alors, il y a une proposition, parmi les propositions de loi, j'en retiens une qui dit cela: un patient en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable pourra demander à un collège de 3 médecins un geste actif pour mettre fin à sa vie. Ça, c'est une façon, finalement, de légaliser le suicide assisté. On est d'accord, Anne Delatour. Une façon de légaliser, ça, c'est le suicide assisté ne regarde pas pour moi un acte médical. Vous voyez, le médecin peut accompagner un malade qui oui, mais si peut le patient demande à un médecin de mettre fin à sa vie. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que ce n'est pas la place d'un médecin. Voilà. Je trouve que c'est pas la place du médecin. Mais vous empêchez, c'est-à-dire, comment c'est pas la place d'un médecin? Mais si, et le patient il n'a plus de solution alors? Le malade, s'il souhaite mettre fin à sa vie, il peut y avoir un mouvement sociétal pour organiser cette fin de vie et essayer de la structurer. Comment? Mais je ne pense pas que ça soit la place d'un médecin. Comment?
Écoutez, ça, je pense que les débats vont avoir lieu. Justement, oui. Et la société aura son mot à dire. Mais je pense qu'il faut vraiment être fidèle à ce qu'un médecin peut être dans sa fonction propre d'accompagnement, en protégeant le malade de son désespoir qui reste humain. Demander à mourir, c'est quelque chose qui est humain. Mais si le malade demande à mourir et si vous ne lui donnez pas la possibilité de mourir, vous allez contre sa décision. Vous vous opposez à sa décision. Mais je ne suis pas là. Dans ma fonction, je ne suis pas là pour accepter toutes les demandes que peut me faire un malade. Je suis là pour le soigner, pour le protéger. Il y a tant de médecins qui accompagnent des malades vers la mort. Des quantités. Mais moi, je le fais tous les jours. Oui, mais même qui accompagne et qui même accélère peut-être le moment de la fin de vie. Alors, je crois qu'il va falloir apporter une certaine précision aux Français. C'est la notion de double effet. C'est-à-dire que, bien évidemment, dans nos actes de soins en fin de vie, si le patient est douloureux, si le patient a un symptôme qui est réfractaire à notre traitement, je me sens tout à fait habilitée à augmenter des doses nécessaires pour le calmer. Mais mon intention n'est pas de le faire mourir. C'est totalement différent. Vous pouvez le faire mourir. Maintenant, vous pouvez le faire mourir. S'il meurt de sa maladie, c'est autre chose, si vous voulez. Mais on reste dans un chemin éthique. Vous vous déchargez de votre responsabilité. Mais je me décharge pas de ma responsabilité, je le soigne. Simplement, j'accepte la notion de double effet, qui est très important, c'est-à-dire qu'en fait, on accepte que le malade puisse mourir peut-être de notre thérapeutique, mais l'intention du médecin n'est en aucun cas de faire mourir le malade. Car on le soigne, et on le soigne jusqu'au bout. Marie-France. Voilà. Oui, vous êtes à Bandol, dans le Var. Oui. Bonjour, Marie-France. Je réagis. Alors là, je suis contente. Écoutez, que vous me preniez. Je réagis vraiment en m'énervant. C'est d'une hypocrisie. La médecine, c'est pas possible. Donc je m'appelle Marie-France. J'ai 74 ans. J'ai l'âge de Johnny qui est mort, lui. Et j'ai écrit à monsieur et madame Macron au moment où ils étaient quand ils étaient élus pour leur demander de faire une ordonnance sur l'euthanasie comme en Belgique et comme en Suisse. Parce que ça m'obsède. C'est la chose principale de la vie, la mort. Je suis désolée. Donc, si vous voulez, j'aurais écrit la même lettre. Comme ça, je dis pour la lire au Touquet, devant leur âtre, là, parce que je suis du Nord, et réfléchir. Parce que, écoutez, je ne veux pas, j'écoute j'ai plein de médecins dans la famille, je ne veux pas mourir en étouffant des heures et des heures, parce que c'est comme ça qu'on meurt. Excusez-moi, me dites pas le contraire, même avec, et surtout pas la loi Leonetti, j'ai pas besoin qu'on me tienne la main quand je hurle. Je suis désolée, moi je suis furieuse, là, de voir les médecins ne pas avoir le courage d'aller jusqu'au bout de leurs actes. Ils sont bien sûr qu'ils sont pas là pour tuer, mais ils sont là. C'est la non-assistance à personne en danger quand on laisse crever les gens pendant des heures. J'ai des amies qui sont mortes comme ça. Elles voulaient pas mourir comme ça. Donc moi j'ai écrit une lettre. Je voudrais mourir comme mon chien. Pourquoi les vétos le font? Mon chien, il était dans mes bras. Il a juste penché la tête. Il est mort sans souffrir. Il croyait que je faisais un vaccin. Et mon chien, il était heureux et je l'aimais. Donc je vais venir, on peut dire c'est pas catholique. Alors vous pouvez pas dire ça parce que on va oublier l'aspect confessionnel des choses. Oui, non mais vous savez, ils vont dire oui mais les catholiques sont pas d'accord. Je veux qu'on s'en tienne à la pratique médicale unique. Voilà. Uniquement. Alors elle parle de la loi Leonetti, cette dame, et moi j'ai plein de médecins dans ma famille, hein. Mon ex-mari, mon fils, mon petit-fils, et mon petit-fils m'a dit Matou, surtout ne va pas dans les hôpitaux mourir ni dans les maisons de retraite, c'est des mouroirs et c'est vrai, je l'ai vu. Bon, mon petit-fils qui me dit ça, qui est dans la médecine, attendez, vous rigolez. Hein. Donc je ne veux pas, j'ai une maman qui a 91 ans. Vous dites, le médecin doit aider et son rôle, c'est de respecter, si j'ai bien compris, de respecter la demande de son patient. Exactement. Et puis, vous savez, monsieur, je vais vous dire... Alors, attendez, Marie-France, je voudrais qu'Anne Delatour... Non, mais calmez-vous. Marie-France, je voudrais qu'Anne Delatour réponde. Oui, moi, je comprends très bien cette dame et je la remercie beaucoup pour son témoignage parce que avoir peur de mal mourir et avoir vu des malades et des proches mal mourir, c'est vrai que ça a existé, que ça peut encore exister par manque de formation des médecins et des soignants. Et l'objectif, en effet, dans la peur d'étouffer, c'est que nous avons des moyens pour soulager cet étouffement. Et cette peur, comme arme ultime, il n'y a pas
l'euthanasie. Il y a plein d'autres outils pour soulager un patient qui a peur d'étouffer ou qui étouffe. Mais pourquoi et notamment... opposer? C'est ce que je comprends pas chez certains médecins. Anne de la Tour, vous, de votre position, pourquoi opposer le soin palliatif, l'aide qu'on apporte aux malades, effectivement, pour éviter ces angoisses, pour qu'ils ne souffrent pas, à la volonté du malade de mettre fin à sa vie? Je comprends pas. Mais il n'y a pas d'opposition, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a d'autres armes que l'euthanasie. On a des actes de soins à poser et on a des progrès à faire. Mais ça ne vous empêchera pas de poser vos actes de soins. Légaliser le suicide assisté, ça ne vous empêchera pas de développer vos actes de soins. Mais je crois qu'il faut faire un effort de sémantique, parce que même cette dame, quand elle parle de l'euthanasie en Suisse, c'est faux. Il y a du suicide en euthanasie. Il y a du suicide en Suisse. Il n'y a pas d'euthanasie. Mais parlons du suicide assisté. Je crois que la différence, l'euthanasie, c'est vraiment l'injection létale. Donc c'est le fait de tuer un malade qui est désespéré, qui demande à mourir. Et le suicide, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est le malade qui de lui-même, décide de se faire mourir. Il n'y a pas le tiers, si vous voulez, le tiers médecin pour l'injection létale dans le cas du suicide assisté. Donc vous préférez l'euthanasie au suicide assisté? Mais non, je dis absolument l'inverse. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire que je ne veux pas d'euthanasie, je ne suis pas d'accord pour une société qui légifère sur l'euthanasie en demandant à un médecin de faire un geste létal. Bon, et je crois que les soignants seraient tout à fait d'accord avec moi. Et le suicide assisté? Mais le suicide assisté, c'est autre chose. C'est une réflexion sociétale qui ne regarde pas, à mon avis, le métier de la médecine et les soignants. C'est autre chose. Mais je peux pas imaginer, Anne de la Tour, que sur un problème pareil, vous puissiez dire les médecins n'ont rien à voir avec tout ça. Je comprends pas. Non, c'est-à-dire que c'est pas conforme à notre serment d'Hippocrate, c'est pas conforme à ce pourquoi nous avons fait médecine. Mais je crois qu'il faut sortir de ce débat-là parce que cette dame qui vient de parler et qui parle d'hypocrite, je voudrais la rassurer. Il n'y a aucune hypocrisie. Il y a un véritable accompagnement jusqu'au bout. Et lorsque les malades peuvent bénéficier d'une sédation dans le cadre de la loi de 2016, je peux m'engager à lui dire que ils peuvent être endormis tranquillement en disant au revoir à leurs patients, à leurs donc proches. C'est une hypocrisie totale parce que vous injectez les produits qu'il faut pour qu'ils meurent. Non, parce que l'intention n'est pas de faire mourir. Non, mais d'accord. C'est pas la même chose. Vous n'êtes pas innocente quand même. Vous savez bien que le produit que vous injectez peut faire mourir. Ah non, le produit. Non, le produit à aucun moment vous pensez à ça. Bien sûr que non, sinon je ne serais pas médecin. Ma sédation, elle est proportionnelle aux symptômes et à la personne. Il n'y a pas des cas généraux, il n'y a que des cas particuliers. Bon, et donc je m'adapte à ce malade. Et s'il faut l'endormir d'un malade à l'autre, ça sera différent. Et avec des molécules qui parfois devront être ajoutées pour certains et pas pour d'autres. Donc ça, c'est un art médical et c'est complètement individuel. Donc, mais l'objectif, si le malade est en fin de vie dans le cadre de la loi avec un symptôme réfractaire, oui, je le ferai dormir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des sédations en France pour soulager des malades. Il y a bien autre chose. Et si il y avait une légalisation sur l'euthanasie, on empêcherait de faire des progrès en France dans le domaine de la médecine pour accompagner les gens en fin de vie. Alors vous faites bien la différence entre l'euthanasie et le suicide assisté, d'ailleurs, complètement. J'ai bien compris. Mathieu, êtes-vous favorable à la légalisation du suicide assisté? Oui ou non par SMS au 6 10 71. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h21. Anne de la Tour est avec nous. Avant de prendre Arnaud, j'ai quand même une question à vous poser parce que tout à l'heure, dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui m'a interpellé. J'aime pas trop ce mot, mais qui m'a fait réagir. Vous dites, un médecin ne doit pas avoir de geste létal. C'est ce que vous dites? Oui, tout à fait. Mais alors, et dans l'IVG? Écoutez, il y a la clause de conscience. Je veux dire par là, chaque médecin est libre de faire ce qu'il veut. Vous pratiqueriez des IVG? Mais écoutez, la question n'est pas là. Je suis pas gynéco-obstétricienne. Non, mais d'accord. Je vous pose la question. Quelle est votre position? Mais écoutez, non, mais je vous dis ça parce que je suis assez étonné par un médecin. Un médecin doit tout envisager, non?
Je vous pose la question. Est-ce que une interruption volontaire de grossesse est un geste létal ? Une interruption volontaire de grossesse, on sait bien que c'est un geste fœtal puisqu'il y avait un fœtus avant, il n'est plus après. Donc on sait qu'a priori il y a un arrêt. Mais vous condamnez ce geste médical, Attendez, je parle du geste médical. Alors c'est une question que vous allez poser au Conseil national de l'ordre des médecins et ils vous répondront. Les médecins font ce qu'ils veulent avec leur conscience. Il y a la clause de conscience, elle est là pour ça, et il y a un serment d'Hippocrate que nous avons signé. Donc là-dessus, vous êtes opposé. Dites-le carrément, il faut l'assumer. C'est un cas individuel, mais dans mon métier, je ne fais pas d'IVG parce que ce n'est pas mon métier. Oui. Voilà, c'est tout. Mais vous n'en feriez pas. Mais écoutez, monsieur, je ne suis pas confronté à cette situation. Bon, Mathieu. Je trouve ça très intéressant et en même temps, j'entends aussi ce que vous dites sur les médecins qui n'ont pas envie de pratiquer ce geste létal. Mais vous avez dit, faisons un peu de sémantique tout à l'heure, et dans suicide assisté, il y a assisté. Dans la volonté d'un patient de mettre fin à ses jours, quand il est arrivé au bout, quand il est maître de son corps encore et qu'il ne veut plus continuer à vivre, si c'est pas le médecin, avec ses années d'études et avec cette responsabilité, qui c'est ? Est-ce que c'est l'infirmier ? Est-ce que c'est qui va pouvoir assister le suicide, parce que dans suicide assisté, il y a assisté. Je comprends que vous ne vouliez pas le faire, mais si c'est pas au médecin qu'on s'adresse, à qui est-ce qu'on s'adresse ? Demandez à la Suisse, vous verrez bien comment ça se passe. Comment ça se passe ? Il y a des associations qui ont organisé ça. Il y a des associations, c'est la société qui a organisé ça, mais le médecin n'est pas en ligne directe, absolument pas. Donc, vous voyez, il faut quand même, chacun doit garder sa place. Et je vais vous dire que, par exemple, j'ai bien suivi les affaires. Il y a des Néerlandais qui viennent s'installer en Allemagne pour être sûrs de ne pas être euthanasiés quand ils sont dans une certaine vulnérabilité. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de la peur d'être mal accompagné dans les pays qui légifèrent. C'est une vraie situation. Là, vous me parlez d'euthanasie. Ne faisons pas la comparaison et le parallèle entre euthanasie et suicide assisté. Et oui, vous avez tout à fait raison. Bon, là, on parle du suicide assisté. Moi, je ne comprends pas pourquoi un médecin refuserait à un patient la volonté de mourir. Refuserait, je ne comprends pas. Parce que sincèrement, je ne peux pas comprendre. Parce que c'est un choix qui est complètement personnel et que ce choix-là, ce choix-là qui est individuel et qui est libre. Moi, si un médecin me répond ce que vous me répondez, je change de médecin immédiatement. Vous pouvez changer. Vous pouvez tout à fait changer de médecin. Mais il faut voir qu'on vit. C'est un problème de société. L'individu n'est pas si autonome que ça dans une société, si vous voulez. Nous vivons en société. Nous sommes en interrelation les uns aux autres. Quand quelqu'un c'est un problème personnel quand même. Quand quelqu'un veut se suicider pour lui-même, il se suicide. Maintenant, s'il demande à un tiers de se suicider, avouez que c'est un peu paradoxal, parce que quand vous voyez quelqu'un se suicider qui est sur un pont et qui veut sauter dans la Seine, il me semble que là, on peut être jugé pour non-assistance à personne en danger si on ne le retient pas. Alors là, tout d'un coup, il faudrait que j'accompagne. Donc il faut que la loi, si la loi permet le suicide assisté, imaginons que la loi évolue, qu'elle permette le suicide assisté. Que faites-vous ? Écoutez, je verrai bien ce qui se passera à ce moment-là. Si un médecin à ce moment-là vous demande de l'accompagner, de l'assister dans sa volonté de se Pourquoi un malade, qui serait médecin ? Un patient. Un patient qui me demande, écoutez, j'ai ma clause de conscience. Moi, j'ai pas l'habitude de me réjouir. Non, mais vous dites non. Non, mais je n'ai pas. Excusez-moi. Très bien. Qui se réjouit en France du suicide des agriculteurs, du suicide des gens dans les entreprises. On dit que ça n'a rien à voir, mais si ça a un lien. Cette comparaison. Attendez, moi je me réjouirais pas d'un suicide d'un malade vulnérable qui est en grande souffrance psychique parce qu'il a une maladie incurable. Voilà, il y a des milliers de malades qui ont des maladies incurables, qui sont des héros du quotidien et qui ne demandent pas à mourir. Mais évidemment. Voilà, et ceux-là, on leur laisse pas, on vient pas souvent les interroger. Pardon, mais ceux-là, vous vous en occupez avec les soins palliatifs, justement, qui n'est pas offre de soins palliatifs, qui n'est pas suffisante en France, et vous le savez bien. Ah oui, d'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous aidiez à avoir plus d'offres en soins palliatifs, parce que vous voyez, il y a un plan triennal des soins palliatifs qui va se
terminer en 2018. Oui. Et j'aimerais bien qu'il soit reconduit, ce plan pour les soins palliatifs. Parce que, comme trouvez-vous ça normal qu'il y ait que 5 à 6 professeurs associés en France de soins palliatifs? Trouvez-vous ça normal qu'il y ait moins de 10 heures de formation en soins palliatifs en moyenne, voire plutôt 6 pour les étudiants en médecine? Or, si on ne forme pas les soignants tout confondus à cette loi de 2016, elle ne sera pas appliquée. Oui, et moi, oui. j'ai quelque chose à rajouter, c'est que nous attendons vraiment fermement les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour l'application de la sédation, qui était une des pratiques des soins palliatifs, pas la seule bien heureusement, mais une, parce que si ces recommandations ne sortent pas rapidement, il faudra pas pleurer après que la loi de 2016 n'est pas bien appliquée. Les professionnels ont besoin des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour travailler. Or, pour l'instant, les recommandations ne sont pas sorties. Mais nous les attendons. Tout le monde n'a pas accès à une fin de vie sans douleur. Tout le monde n'a pas accès. Bah oui, mais c'est pas l'euthanasie qui est une je ne réponse. parle pas de l'euthanasie. Mais ni le Oublions suicide. l'euthanasie. Mais s'il ni le vous plaît. suicide. Mais Ni le suicide. Mais je ne dis pas que c'est une réponse. Je vous dis que tout le monde n'a pas accès à une fin de vie sans douleur. Eh Donc, ben, soulageons la douleur en France et faisons des progrès. Mais on peut. Je pense que si on est une société évoluée, on peut offrir des choix. Pardon à un malade. Je ne comprends pas pourquoi refuser ces choix. Mais enfin, bon, ça c'est votre position, mais je la respecte totalement. Mais Arnaud, oui. Vous savez, oui. la mort à la carte, c'est comme à Carrefour quand vous achetez, quand vous voyez la diversité de toutes les offres sur un même rayon, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous savez plus quoi choisir. Donc, il faut avoir un axe bien clair en France. Maintenant. Avec un axe, avec une loi qui est celle de 2016, qui n'est pas encore vraiment appliquée. Il faut attendre qu'elle soit appliquée, il faut l'évaluer, et après, nous réfléchirons. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, je me réjouirais pas d'un malade qui se suicide en France au nom de sa fin de vie. Bon, dans tous les cas, il y a aujourd'hui une réflexion avec le lancement des états généraux de bioéthique, donc ça va permettre effectivement de faire avancer la réflexion. Nous allons voir dans quelle direction. Arnaud est à Toulouse. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Oui, je voulais apporter un témoignage par rapport à une aventure qui m'est arrivée avec un proche, vraiment très proche. Oui. Donc, il avait un virus neurologique. Donc, on savait que l'issue était malheureusement fatale. Vous dire après qu'il s'est laissé mourir, je pense honnêtement, indirectement, il s'est laissé mourir. Il a perdu plus de 30 kilos, il se refusait de toute alimentation, etc. Par contre, où je rejoins aussi bien vous, Monsieur Bourdin, que votre invité, c'est que ça soit les docteurs qui l'ont accompagné, qui le suivaient, ont tout fait pour soulager la douleur qu'il avait, puisque voilà, en dégénérescence, il avait énormément de douleur. On a évité des traitements pour éviter les conjonctions, d'encombrer les poumons, etc., et qui meurent étouffés, etc. Qui fait que il est décédé dans son sommeil. Excusez-moi pour l'émotion, c'est un peu particulier, mais donc il est décédé dans son sommeil. Le fait est, si vous voulez, si la loi s'en mêle, ce que j'ai peur, c'est que on ait une dérive sur l'euthanasie. Si on commence à mettre le doigt sur légiférer sur le suicide assisté, qu'on dérive sur l'euthanasie. En France, on est les champions pour ça, de mettre des lois, puis des lois, puis des lois, et de plus savoir ce que l'on peut faire. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, moi, la loi actuelle où on a l'arrêt des traitements, je trouve que c'est un bon compromis et un bon accompagnement, et surtout un respect du serment d'Hippocrate pour les médecins. C'est sûr que c'est pas évident, et comme je le disais, le proche, quand il est décédé, quand mon proche est décédé, pour vous dire, c'est bizarre comme sentiment qu'on a eu, toute la famille. On a eu un peu ce côté de, je suis désolé du terme, j'espère que je vais blesser personne, mais un peu de ouf, de soulagement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de voir une personne de soulagement pour cette personne que vous aimiez. Exactement. De le voir arrêter de souffrir. Oui. Et c'est pour ça que c'est difficile de prendre une position purement
claire et définitive à partir du moment, enfin même moi, dans ma vie, je considère que la mort fait partie de la vie, tout comme la naissance. Et à partir du moment, c'est compliqué de prendre une position claire et définitive sur le suicide assisté et sur l'euthanasie. Et par contre, j'ai peur de la dérive sur l'euthanasie. Merci Arnaud d'avoir témoigné. Vous voyez que tous les avis s'expriment librement. Et vous êtes très libre. Non, mais ici, alors on est très libre. Oui, je peux vous dire, Mathieu, on va mettre un terme à ce débat. D'abord, en voyant ce que répondent les auditeurs. Êtes-vous favorable à la légalisation du suicide assisté? Réponse finale, oui, à 80%. L'opinion publique, Anne Delatour, est très là. Bon, on a un oui à 80%, mais toutes les enquêtes le montrent. Les Français sont assez favorable au suicide assisté. Pourquoi, selon vous? Alors, moi, je vais vous répondre un petit peu sur ces sondages, parce que, bon, et vous avez certainement vu aussi le sondage de l'IFOP en 2016, où justement, il y avait des Français qui répondaient sur un échantillon de 1002 personnes, sur le suicide assisté notamment, donc 76% le souhaitaient, mais à partir du moment où ils se sentent concernés directement par ce suicide assisté, disent-ils, à ce moment-là, ça serait plus que 23%. Et moi, dans mon expérience, je vais vous dire, quand on voit les malades qui arrivent, qui peuvent avoir des demandes de ce type, une fois qu'ils sont soulagés de leur douleur, une fois qu'ils sont pris en charge par une équipe, une fois qu'ils sont soutenus psychologiquement, si ça va mieux, c'est sûr qu'ils vont pas vouloir se suicider. On n'est plus dans ces sondages-là. Donc, on fait pas une loi sur des sondages, on fait pas une loi sur des exceptions rarissimes, on fait une loi pour protéger les patients vulnérables, parce que ça, c'est une nécessité sociétale. Donc, arrêtons d'être dans des exceptions constantes. Protégeons les malades vulnérables, soulageons-les, soignons-les, et puis après, nous nous reposons des questions, mais au-delà des sondages. Mais les sondages, c'est pas vouloir un suicide assisté, ça veut pas dire s'opposer. Encore une fois, on oppose suicide assisté et soins palliatifs. Au contraire, c'est complémentaire pour moi, totalement complémentaire. Mais oui, mais c'est tellement complémentaire que justement, il y a suffisamment de réponses apportées par les soins palliatifs pour ne pas être là à se poser la question de savoir s'il faut une autre loi, que ce soit sur l'euthanasie ou sur le suicide assisté. Et répondons d'abord, on a une chance folle en France, je vais vous dire, c'est d'avoir déjà fait une loi sur les soins palliatifs. Et la preuve, c'est qu'on est copié par de nombreux pays. Voyez, la majorité des pays européens sont quand même sur les soins palliatifs et non pas sur l'euthanasie et le suicide assisté. Donc, la preuve, c'est que les Italiens, dernièrement, ont légiféré sur la sédation et en valorisant les soins palliatifs. Donc, encore une fois, la sédation n'est pas le seul acte thérapeutique pour soulager un malade, mais il y en a plein d'autres. Et là, nous devons faire des progrès. Si nous commençons à vouloir faire dormir trop vite un malade, ou tuer un malade, ou accepter le suicide des gens qui le demandent, eh bien, nous ne pourrons pas progresser dans le soin, dans le prendre soin d'un malade vulnérable. Et c'est ça notre outil de solidarité sociétale. N'oublions pas que la solitude est un problème en France terrible, et n'oublions pas qu'il y a des morts dans la rue, des morts oubliés, des morts seuls, des morts non accompagnés, et heureusement qu'il y a des bénévoles d'accompagnement qui sont là au quotidien pour accompagner ces gens et parler de ceux qui meurent de manière anonyme, y compris sur les trottoirs. Car tous n'ont pas la chance, et nous avons eu un grand événement en France qui était la mort de Johnny Hallyday, un grand événement. Et j'ai trouvé ça très beau, que ce cercueil blanc, que la mort soit parlée et traverse les Champs-Élysées, et qu'il y ait eu un rituel. Tant mieux qu'on parle de la mort. Mais n'oublions pas tous